Et donc ça fait 16 mois, maintenant 16 mois que Julian Assange est dans l'ambassade d'Équateur à Londres et qu'il ne peut pas sortir. Un mot, Jérémy Zimmerman? C'est mon ami, donc je suis forcément partial en disant ça. Je vais le voir régulièrement et il est comme un lion en cage. Il est véritablement dans une espèce de prison dorée. Alors évidemment, il y a plein de choses à faire et Wikileaks continue de publier des matériaux. Mais quand vous y pensez, Assange à l'ambassade d'Équateur, Chelsea Manning en prison, Edward Snowden qui peut plus remettre... Chelsea Manning qui s'appelait à l'époque Bradley Manning et qui était la source des câbles diplomatiques et de la vidéo Collateral Murder où on voyait des soldats américains assassiner des enfants et des journalistes en Irak en rigolant. Publié par Wikileaks. Edward Snowden qui est là en Russie, dont on ne sait pas quand il sortira. Aaron Swartz qui s'est suicidé au début de l'année. Les États-Unis sont en train de mener une guerre contre la vérité, une guerre contre la justice. Et c'est des individus qui ont mon âge, qui sont de la génération Internet, qui comprennent que l'information est une force, qui comprennent aussi que les gouvernements, par défaut, devraient être ouverts, devraient être transparents. Les personnes publiques, les servants de l'État sont des gens qui, par défaut, devraient avoir leurs activités publiques, alors que les individus sont des personnes privées, sont des personnes qui devraient avoir le droit au respect de leur vie privée. Et ce qu'on voit, en fait, c'est l'inversement. Ces valeurs-là, c'est une inflation du secret pour aller cacher des crimes et des mensonges. Et quand des citoyens prennent leur courage à deux mains, et vont exposer la vérité, et ben voilà, ils se font pourchasser par les États-Unis. Il ne manquerait plus qu'un drone leur tire dessus. Oui, Caprioli, l'ancien directeur de la DST. Non, je pense que l'affaire Snowden est instrumentalisée par les chefs d'État. Les chefs d'État parce qu'il y a un phénomène, on a évoqué tout à l'heure, pour les États-Unis, la priorité c'est l'économie. La priorité c'est le commerce. Et donc, ils sont instrumentalisés parce qu'il y a des négociations qui commencent sur le libre-échange et que Madame Merkel, le président Hollande vont peut-être être en position de force au cours de ces négociations. Il ne faut pas oublier qu'en 1994-95, les Américains ont eu 7 espions qui ont été arrêtés par la DST, un qui était un conseiller du Premier ministre, un deuxième qui était un conseiller du ministre des Télécommunications, un troisième qui était un technicien de France Télécom. Ils travaillaient tous pour les Américains. Les Français, la DST, les a arrêtés. Et ils travaillaient sur quoi? Sur le GATT, General Agreement Trade and Traffic, qui précédait l'OMC. Et donc on voit que dès lors qu'il y a des négociations d'une ampleur colossale, les Américains développent des moyens importants pour connaître la position de leur adversaire. Ils l'ont fait en 1994, on les a arrêtés. Puisque l'ambassadrice Harrison a été convoquée par Charles Pasqua en demandant le rappel de 5 personnes. Et fait amusant, au mois de février à la même époque, le banquier Roitine était décoré par le président Mitterrand en parlant, avec humour je suppose, des bonnes relations et de l'amitié franco-américaine pendant les mêmes événements. Et ce que l'on constate maintenant, c'est exactement la même chose. On est dans un rapport de force entre l'Europe et les États-Unis. La NSA a toujours eu cette image de grande agence de renseignement, plus puissante que la CIA. Et non. Effectivement, déjà, oui. Non, la NSA ne travaille au profit que de la CIA, du Trésor américain, du FBI, de la Drug Enforcement Administration. Et si vous voulez, toutes ces informations, on l'a bien vu encore dans les révélations du Monde, un haut fonctionnaire a remis son carnet d'adresses à la NSA. La NSA, quand elle a été créée, elle avait 0. Et donc ce sont toutes les administrations qui ont des plans de renseignement. Parce que tout ça sont des recherches qui sont peut-être énormes, mais ça s'inscrit dans un plan de renseignement économique, scientifique, politique, diplomatique. C'est vraiment des recherches fines. Alors bien sûr, c'est une masse considérable d'informations qui sont récoltées, mais c'est comme le font les services français. C'est-à-dire que les services français reçoivent des missions qui sont un plan de renseignement et chacun essaye de remplir le plan de renseignement en fonction des moyens dont il dispose. Voilà. C'est quand même une différence phénoménale. Le renseignement à la française, c'est quelque chose qui est un petit peu ciblé. Là, avec les États-Unis, on a vu que c'est un renseignement qui est à l'échelle de toute la planète. Et le général Keith Alexander, le chef de la NSA, il y a quand même un changement dans l'histoire. Quand il est arrivé au chef du renseignement militaire en Irak et qu'il a dit, bon, on arrête avec les méthodes traditionnelles, maintenant on prend tout. Il est arrivé en Irak, il a dit on prend toutes les données, toutes les communications de tout le monde. Et quand il est arrivé à la NSA, il a poursuivi cette doctrine-là. C'est une espèce de doctrine paranoïaque qui a pris le pas sur l'espionnage. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure et votre colère, je la partage totalement. Mais juste un point de fait et sans trahir des secrets d'État que j'ai pu avoir à connaître, la France, avec ses moyens technologiques qui sont très inférieurs à ceux des États-Unis, aussi tape très large.
France n'a pas Google et Facebook et Voilà, Apple exactement. et Microsoft. Elle ne dispose pas des mêmes moyens techniques. Mais si elle pouvait, elle ferait la même chose. Et elle fait la même chose avec ses moyens beaucoup plus modestes, où elle tape très large, et je n'en dirai pas plus, pour essayer d'obtenir des informations. Et tout le monde en fait autant. C'est comme ça. Gilles Babinet, les géants du net sont accusés de fournir des informations à la NSA. Oui, je crois que c'est important d'essayer d'avoir un débat qui soit le moins manichéen possible parce que ces enjeux sont des enjeux de civilisation au-delà d'être des enjeux d'espionnage. C'est-à-dire que, évidemment, il y a des nouvelles technologies en matière d'espionnage et qui nous interpellent sur le fait qu'on puisse être très massivement espionné. Nous autres, qui sommes des citoyens moyens, on ne peut que faire de la spéculation sur ce que l'on voit. Mais je crois que néanmoins, on peut poser quelques grands principes qui me paraissent importants. Le premier d'entre eux, c'est que, pour moi, il y a un choc tectonique entre deux mondes, qui sont le monde des États tels qu'ils ont fonctionné jusqu'à présent, et puis l'émergence d'une société civile qui dispose de pouvoirs plus importants qu'auparavant, et notamment qui peut avoir des lanceurs d'alerte, et qui a une culture de la transparence. Je pense aux jeunes générations qui, aux États-Unis, se sont manifestés très très nettement en faveur de Snowden, de l'ensemble des personnes dont on vient de parler, en disant c'est normal ce qu'ils ont fait et nous n'acceptons plus la façon dont les États agissent, et les entreprises d'ailleurs, jusqu'à présent. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a une évolution technologique d'une part, mais il y a aussi, avec cette évolution technologique, une évolution de la compréhension du potentiel de ces technologies et de la façon dont on doit interpeller le fonctionnement de ces technologies. Et je crois que moi, c'est la première chose qui me paraît importante, c'est que le destin doit rester entre nos mains. C'est-à-dire que les technologies peuvent faire des choses positives et des choses négatives. C'est à nous, citoyens de l'ensemble de la planète, de décider et d'imposer, de faire en sorte que ces technologies ne soient pas, dans la mesure du possible, dévoyées pour se retourner contre nous et participer à la construction de dictatures numériques. Jusqu'à maintenant, on ne protège que le citoyen de son propre pays. C'est-à-dire que là, les législations ont vocation à être essentiellement nationales. La DGSE n'a pas le droit d'espionner des citoyens français, la CIA n'a pas le droit d'espionner des citoyens américains. Donc, qu'est-ce que nous a montré Snowden? C'est qu'en fait, pour espionner des citoyens américains, il confie la tâche aux Anglais. Et donc, ce sont les Anglais qui espionnent des citoyens américains. Et donc, les Anglais respectent la législation anglaise, mais en aidant les Américains à contourner leur législation américaine. Donc, on est dans un système où aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation internationale. Et effectivement, on est dans un système qui, par la masse de la technologie qui a été concentrée par la NSA, on a une capacité à observer beaucoup. Cela dit, je ne voudrais pas qu'on donne le sentiment qu'on observe tout le monde ou qu'on espionne tout le monde, ne serait-ce que parce que les interceptions françaises sont deux fois moins importantes que les interceptions faites sur les Allemands, ce qui est assez humiliant pour nous. Parce que ça prouve ce que disait On intéresse moins la NSA que les Allemands. On intéresse moins la NSA que les Allemands, et probablement à cause des négociations commerciales. Donc, c'est pas vrai, on ne surveille pas, tout le monde n'est pas aussi intéressant, je suis désolé. Oui, Louis Cabriolet. Oui, je voudrais tenter de donner une explication à cette boulimie des Américains à partir de 2001-2002. Les attentats du 11 septembre ont révélé que les Allemands ont été nuls dans la surveillance du réseau ATA, qui était basé à Hambourg et qui est allé aux États-Unis se former pour commettre les attentats. Donc de là, les Américains ont estimé que leurs alliés, leurs amis, ne faisaient pas leur travail. Et donc ils devaient faire eux-mêmes le travail et surveiller tout le monde. Alors c'est vrai qu'ils sont partis sur cette dynamique du terrorisme international, mais comme depuis les années 90, ils avaient décidé que l'économie était la priorité, ils ont espionné l'ensemble de la planète. Mais je crois que cette démarche d'un échec d'un État ami qui n'a pas surveillé, qui ne leur a donné aucune information sur les terroristes qui étaient à Hambourg, qui se sont rendus en Afghanistan, qui ont rencontré Ben Laden, qui sont revenus, qui sont repartis, dont le coordonnateur était basé à Hambourg, qui a rencontré Atta au mois de juillet 2001 avec les attentats. Tout ça, ça a échappé au BND allemand, au BFA allemand. Les Américains ont dit autant surveiller nous-mêmes, faire le boulot plutôt, parce que les autres, ne s'occupe pas de notre sécurité. Voilà. Si je peux faire juste un petit point dans cette discussion sérieuse et tragique qu'on a jusqu'à maintenant, il y a quand même aussi des aspects comiques dans tout ça. Je veux dire, quelque part, l'hyper-surveillance, c'est aussi l'hyper-inefficacité. Je veux dire, il faut quand même dire que plus vous récoltez de millions et de millions de données, moins vous savez les traiter. Non mais il faut dire ça.
Et moins vous allez les traiter, donc plus il vous faut de gens pour les traiter, plus il vous faut de fonctionnaires, donc plus il vous faut de vacataires, d'intérimaires, plus il vous faut de Snowden. Et plus vous avez de Snowden, plus vous avez de chances qu'il y ait de vrais Snowden, c'est-à-dire de lanceurs d'alerte qui, à un moment, prennent les données et les balancent. Donc je veux bien qu'on prenne tout au tragique. Moi, j'ai du mal à prendre... C'est marrant, depuis le début, j'ai du mal à prendre toute cette affaire au tragique parce que je me dis, ils se retrouvent avec leurs millions et leurs millions de données, ils en font quoi? Je veux dire, On va poser la question à Gilles Babinet. Ils en font quoi? C'est juste, il y a eu une audition du général Alexander au Sénat américain il y a 2 semaines. Et c'était pathétique parce qu'il était forcé de reconnaître. Au début, il a commencé à dire voilà, il y a 300 personnes qu'on a identifiées comme étant des terroristes. Et en fait, ils l'ont un peu torturé et il a admis qu'il n'y avait que 2 personnes qui ont vraiment torturé oralement, j'entends bien. Mais il a admis que ça ne marchait pas pour l'instant. Et il a même été question de remettre son budget en jeu parce que ça coûte extrêmement cher. Mais ceci étant, je pense qu'il y a quand même un fond, c'est le fait que les États-Unis prennent une avance importante et que tout ça participe de leur volonté d'émerger dans cette 3e révolution industrielle, aussi bien comme un acteur qui est capable de faire du renseignement économique, militaire ou à potentialité économique à terme, à très très forte portée, parce que ces technologies, sur le papier, elles ont un potentiel absolument incroyable. Sur le papier, je crois qu'il faut bien comprendre que ce qui est en train de se jouer, ce sont des études surtout de comportement. Bien sûr, il y a l'espionnage qui est majeur et sur lequel on a dit beaucoup de choses. Mais c'est l'étude du comportement de chacun qui est important et qui va être déterminant. Et je pense que le point de passage entre l'espionnage économique et l'espionnage politique, c'est ce qui s'est passé à un moment qui, à mon avis, a été tout à fait charnière. C'est la dernière campagne présidentielle américaine, où on a vu le candidat Obama, en tout cas les équipes du candidat Obama, avoir une précision stupéfiante dans la façon dont ils pouvaient passer des coups de téléphone aux gens en leur posant, en leur demandant, en essayant de les convaincre. En appelant quelqu'un, ils savaient presque tout sur lui. Et il lui disait, monsieur, vous conduisez comme ça, vous faites ceci. Et donc, voilà les raisons pour lesquelles, en raison de votre situation sociale, vous devriez voter pour monsieur Obama. Il y avait déjà là un extraordinaire progrès, on peut appeler ça progrès ou pas, en tout cas, un saut quantitatif dans la connaissance qui est plus statistique et comportementale qu'individuelle par l'écoute, mais qui revient au même, tellement elle devient précise, qui a permis à un candidat politique, demain à une entreprise commerciale. Oui, parce que les mêmes qui ont fait cette campagne aujourd'hui se consacrent à la publicité d'un certain nombre d'entreprises. Exactement. Et c'est ça qui est beaucoup plus important. Et ce que je pense, c'est qu'on va non seulement aller dans cette hypersurveillance, mais, et c'est peut-être le plus grave, on va aller vers une autosurveillance. C'est-à-dire qu'on va nous charger nous-mêmes de nous surveiller. On a commencé. Et nous allons y trouver du plaisir, nous allons y trouver de l'intérêt. Parce que d'abord, on aime bien qu'on s'occupe de nous. Et ensuite, regardez, même simplement par cette pression qu'on a pour ne pas boire d'alcool, ne pas être trop gros, nous surveillons nous-mêmes notre poids. Et de plus en plus, on va nous demander de nous surveiller nous-mêmes. On va avoir des montres qui contiennent bien plus d'informations, qui seront connectées, d'où l'Internet des objets dont j'ai parlé déjà à plusieurs reprises, qui font que la société va créer les conditions de ce que la Boétie appelait la jouissance de l'esclavage. Le plaisir de trouver une sécurité dans le fait de se contrôler soi-même. Et c'est ça l'engrenage dans lequel nous entrons. Et c'est ça l'engrenage contre lequel il faut lutter pour avoir le droit de se débrancher. Alors justement, sur ces grandes entreprises qui sont accusées à la fois de fournir la NSA, mais aussi de nous espionner pour leur propre compte, bien connaît ça. Je crois que Louis Caprioli a remis le processus dans son déroulement historique. N'oubliez pas qu'après le 11 septembre, il y a le Patriot Act, qui est une organisation fondamentale du système pour collecter toutes les informations qui paraîtraient utiles à la sécurité américaine, sécurité au sens large, qui va être ensuite doublée de l'accord SWIFT, dans lequel il va falloir transférer des données bancaires aux États-Unis, en expliquant que ce sont des données bancaires destinées à traquer les transferts d'argent à vocation terroriste. Et puis ensuite, il fallait transférer des données des passagers allant vers les États-Unis, etc., etc. Donc tout ça est justifié par une notion de sécurité et où effectivement on voit bien que ça n'est pas seulement la sécurité antiterroriste. Quand on est dans le domaine bancaire, auquel on va nous opposer le secret quand on veut poursuivre des exilés fiscaux, on se demande effectivement pourquoi ce système aussi fascinant ne nous permet pas de lutter contre le trafic de drogue, d'arrêter les exilés fiscaux et de lutter contre les paradis fiscaux. Donc on est bien dans un système qui a vocation de domination, et de domination surtout économique et technologique, accessoirement de lutte antiterroriste.
Et je ferai remarquer, et Louis Caprioli le sait bien, c'est que quand il s'est passé le 11 septembre, les Américains avant nous expliquaient qu'on n'était pas bon puisqu'on avait eu des attentats terroristes chez nous, et eux ils étaient très bons puisqu'ils n'en avaient jamais eu. Et qu'ils ont tout à coup débarqué en France et ils ont demandé qu'on leur laisse les clés pour travailler la nuit sur les dossiers de la DST. Donc on est dans un système où effectivement, il ne faut pas se leurrer, le terrorisme a servi de façade à beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Madame Merkel semble le découvrir. Oui, moi je voulais dire que toute cette accumulation de données, ce qui va compter, c'est les technologies qui arrivent derrière, et notamment tout ce qui est algorithme de prédiction. Donc en fait, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que grosso modo, on va avoir les statuts de chacun, les comportements, les historiques d'achat, de voyage, etc. Et on va être capable de projeter dans l'avenir l'évolution d'une mentalité, l'évolution d'un comportement d'achat, l'évolution d'idées politiques, et c'est ça qui va arriver. C'est-à-dire qu'on va être capable de faire une espèce de mapping de l'évolution de chacun, et ça va être vendu à qui? Enfin, ça va être, voilà, c'est vraiment ça l'enjeu, c'est ces algorithmes qui arrivent derrière et qui pèsent toutes ces variables. Donc là, peut-être que la NSA ne sait pas encore exactement comment utiliser ces données, mais ces archives-là, elles vont être très utiles. Et il les garde pour l'instant. Louis Caprioli, un dernier mot? Non, si vous voulez. Ce que je pense, c'est que cette domination des États-Unis va se poursuivre et que je ne vois pas le frein qu'on pourra y mettre parce qu'ils sont lancés, j'allais dire, dans une dynamique qui est, bien sûr, qui porte atteinte aux libertés. J'en suis tout à fait conscient. Mais personne ne pourra les arrêter. Il y a un projet européen possible qui est très utopique, mais qui aurait du sens si on arrivait au moins à le vouloir. C'est ce qu'on appelle le cloud souverain européen, c'est-à-dire dire les données européennes doivent être mises dans un cloud européen sécurisé, et les Européens doivent en faire une forteresse dont personne n'aurait accès. La réponse universelle. Gilles Binet n'y croit pas. Gilles Binet n'y croit pas. C'est en tout cas un projet très difficile, très difficile, très ambitieux, mais qui à mon avis aurait du sens. Je pense que c'est une... Moi, je lis de tout. Voilà. Il y a des gens qui disent qu'il faut que les serveurs soient en Europe. Et il n'y a plus de localisation géographique, c'est tout à fait stupide. Ça n'a aucun sens. Et effectivement, je pense que ce n'est pas ce dont vous parliez. En revanche, on aurait, et je crois que ça serait très important, la capacité de faire émerger une norme de sécurité qui serait européenne et qui nous mettrait à l'abri de tout un tas de systèmes d'espions. Et je crois d'ailleurs, et j'ai appelé à ça, qu'on pourrait même envisager qu'il y ait une régulation de cette norme, notamment qu'elle soit accessible au pouvoir judiciaire, sous évidemment toutes les garanties démocratiques qu'on puisse espérer avoir. Mais je crois que ce sont des choses qui sont du ressort du politique, réellement. On va passer, je vous donne tout de suite la parole, mais on va passer au niveau des entreprises, justement. On parle depuis tout à l'heure. Elles sont accusées à la fois de donner des renseignements, les grandes entreprises du net, les grandes entreprises américaines, de donner des renseignements à la NSA, mais aussi de nous espionner à chaque fois que nous sommes sur notre ordinateur, sur Internet, et là, pour leur propre compte, regardez.